Chers amis, bienvenue dans ce nouvel épisode de Quoi de neuf en histoire. Je m'appelle Rassel Moubarak et dans ce podcast, je reçois des historiennes et des historiens pour parler de leur dernier livre. Mon invitée aujourd'hui est Marie Favreau. Bonjour Marie. Bonjour Hassan. Vous êtes maître de conférences en histoire médiévale à l'université Paris-Nanterre. Vous êtes notamment spécialiste de l'Empire mongol, grosso modo 13e, 16e siècle, et de l'histoire comparée des empires nomades. Votre dernier livre, La Horde, comment les Mongols ont changé le monde, vient de paraître aux éditions Perrin. Pour commencer, je voudrais préciser qu'il ne s'agit pas d'une biographie de Gengis Khan. Ce dernier, dont le véritable nom est Temujin, a régné au tournant du XIIIe siècle et il reçoit le titre de Gengis Khan lors de l'assemblée de 1206. Le livre traite surtout de sa suite et notamment de celle de son fils aîné Joshi. Pour situer le contexte, est-ce que vous pouvez nous rappeler sur quel territoire règne Gengis Khan à sa mort en 1227 ? Oui, absolument. Donc en fait, l'Empire mongol s'est constitué en plusieurs phases et au moment de la mort de Gengis Khan en 1227, il couvre ce qui est la Mongolie actuelle, mais aussi une grande partie de la Chine du Nord, un peu de la Chine centrale, une partie de l'Asie centrale, de l'Afghanistan jusqu'à l'Iran. Voilà, mais c'est pas l'entièreté des terres qui seront gouvernées après par les Mongols. C'est justement sous ses fils et petits-fils que jusqu'à la fin du XIIIe siècle, les conquérants mongols vont intégrer de nouveaux territoires. Le livre fait la synthèse sur les dernières nouveautés dans l'historiographie et il remet notamment en question l'image traditionnelle des Mongols qui sont essentiellement limités à leur dimension guerrière et en plus de manière péjorative puisque le terme horde renvoie à une troupe indisciplinée. Pourquoi cette image traditionnelle guerrière est péjorative ? Est-ce que c'est parce que les Mongols ont produit peu d'archives et que finalement l'image qu'on en a est celle produite par leurs adversaires ? Alors oui, c'est une question complexe parce qu'en fait ça s'est fait en plusieurs étapes, cette image négative des Mongols. Bon, il y a d'une part l'idée que finalement, puisqu'ils ont constitué un empire immense qui couvrait une très grande partie de l'Eurasie, forcément ils ont dû utiliser la force et la violence plus que d'autres encore, puisque l'empire est encore plus grand que l'empire romain et autres, etc. Donc il y a cette idée de toute façon associée aux Mongols, forcément il y a dû y avoir plus de violence, qui n'est pas du tout certain à vrai dire. Par ailleurs, cette image négative des Mongols, elle a deux sources. Il y a une premier temps au moment des conquêtes au milieu du XIIIe siècle où effectivement on a des textes de gens qui sont assujettis aux Mongols, dont la ville a pu être envahie, etc. Et donc les descriptions peuvent être des descriptions de scènes de guerre. Ça c'est un aspect. On a aussi des descriptions plus pacifiques par la suite. Ensuite, dans l'historiographie, surtout autour du XIXe siècle et puis au début du XXe siècle, au moment de la constitution des grands empires coloniaux, les nomades n'ont pas bonne presse. Les nomades n'ont pas bonne presse auprès des Russes, ils n'ont pas bonne presse auprès des Chinois, ils n'ont pas bonne presse auprès des Iraniens. Donc en fait, cette période de l'histoire est vue de manière négative à ce moment-là pour des raisons aussi politiques. On veut sédentariser les nomades, c'est considéré comme des sociétés primitives ou en tout cas qui peuvent pas amener une vraie productivité économique, etc. Donc il y a une vision négative qui se développe et du coup, les historiens vont un peu trop automatiquement aller chercher dans les sources et descriptions les plus négatives. Et il y en a des descriptions négatives des Mongols dans les sources, mais il n'y a pas que ça. Et donc voilà, je dirais qu'il y a ces deux aspects à prendre en compte. Un des points majeurs que vous développez, c'est que la motivation des Mongols, ça n'est pas de faire la conquête territoriale la plus vaste possible, mais l'essentiel pour eux, c'est d'unifier les peuples nomades. Et donc, plus ils se développent et plus ils s'étendent, et moins ils rencontrent de peuples nomades. Est-ce que c'est pour ça que leur conquête s'arrête en Hongrie en 1242 sans avoir connu de véritables défaites marquantes? Est-ce que c'est parce qu'ils sont trop loin de leur foyer d'origine? Oui, c'est une des explications. Et effectivement, c'est très important de comprendre la dynamique des conquêtes mongoles. Moi, quand j'étais étudiante, on m'avait dit, voilà, les Mongols, c'est des populations qui déferlent sur le monde parce qu'ils s'en prennent aux villes. Et ce qui les intéresse, c'est mettre à sac les villes, piller les villes, etc. Or, en tant qu'historienne travaillant sur le Moyen-Âge, je me suis rendu compte que ce qui les intéressait, c'était absolument pas de piller les villes, à la limite de les coloniser d'une certaine manière, c'est-à-dire de les intégrer à leur empire pour que les gens payent des taxes, mais par contre pas du tout, il y a rien d'anti-sédentaire. Ce que je veux dire, c'est que il y a pas du tout un conflit nomade contre sédentaire, ça je le vois pas du tout. Et donc finalement, quand on regarde les différentes motivations, oui, intégrer à leur propre population des populations nomades, c'est très important. Pensez que c'est une période aussi où qu'est-ce qui est la plus grande richesse pour les pouvoirs en Eurasie, pour les pouvoirs nomades? Mais c'est les hommes et les femmes, c'est les familles, c'est avoir plus de monde, une population plus grande, avoir des terres immenses sans personne pour les faire fructifier, ça n'a aucun intérêt. Donc ça, c'est évidemment quelque chose que je mets en avant dans mon travail qui est important, c'est comprendre que pour eux, c'est d'abord les autres nomades. Et puis ensuite, 1242, oui, ça s'arrête sur la frontière occidentale, pas sur la frontière orientale de l'Empire. Ils vont continuer
continuer à conquérir la Chine. Mais sur la frontière occidentale, ça s'arrête sans doute aussi pour des raisons, nous pensons peut-être liées au climat. C'est vrai que c'est une période où les climats il y a un climat très pluvieux aussi. Ils arrivent un peu au bout de ce qu'on appelle la grande steppe eurasiatique. Et comme eux continuent à vivre en nomade, continuent à faire de l'élevage presque intensif, si on, je veux dire, toute proportion gardée, mais quand même, c'est des milliers et des milliers de bêtes dans les troupeaux. Voilà, ils s'arrêtent dans une zone où ils n'ont plus vraiment de raison d'avancer d'une certaine manière. Puis après, il y a des réorganisations politiques qui peuvent expliquer ça. Mais cela dit, moi je dis souvent à mes étudiants, ils sont on dit aux portes de Vienne. Bon, Vienne, je pense que ça les intéressait pas du tout. Par contre, ils sont aux portes de Constantinople, ils pouvaient parfaitement entrer dans Constantinople, mais ça les intéresse pas du tout non plus. À partir du moment où, sur la frontière, les autres pouvoirs passent des contrats avec eux, pour eux, ils considèrent que ça s'arrête là. Voilà. Un dernier mot sur leur aptitude à la guerre et justement le lien avec le climat, parce que vous écrivez qu'ils perturbaient la saisonnalité de la guerre. Les Mongols, eux, font la guerre en hiver et se retirent dans la steppe à la fin du printemps et en été pour la traite des animaux. Et leurs adversaires, notamment les Russes, les Slaves, eux, ils ont une temporalité inversée, c'est-à-dire qu'ils ont une armée essentiellement constituée de paysans, donc ils sont retenus aux travaux des champs et à l'élevage de septembre à octobre. Ils se mettent à l'abri en période de grand froid, donc en fait, sont plutôt mobilisables au printemps et en été. Est-ce que cette temporalité différente a joué dans leur conquête ? Oui, c'est essentiel. C'est clair que ils ont imposé leur propre saison de la guerre aux autres. Et donc, du coup, en phase 2, ils se sont retrouvés avec des armées, par exemple les armées slaves, c'est beaucoup plus de monde. Il y a beaucoup plus de guerriers. Mais ils ont besoin de temps pour s'organiser, ils ont une saisonnalité particulière. Donc, en fait, pour mobiliser les gens dans les villages, etc., ça prenait du temps. Et face aux Mongols, ils étaient surpris, en fait. Ils disaient, mais c'est pas le moment de faire la guerre. Et on sent cette surprise et cette inquiétude aussi par rapport à quelque chose à laquelle finalement une temporalité qui était trop différente pour eux. Pour les Mongols, ça a été essentiel parce que ça leur a permis donc de surprendre les autres, ça c'est une chose, mais pas seulement. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous regardez cette grande steppe eurasiatique, on peut pas traverser comme ça la steppe parce qu'il y a des très grands fleuves. Et quand on a des troupeaux, quand on a des machines de siège, quand on est une grande armée qui se déplace avec les familles, etc., en plus des guerriers, comment on fait pour traverser quoi ? Il y a pas des ponts, il y en a rarement, il y a des passages à gué parfois, etc. Et donc en fait, pendant l'hiver, les fleuves gèlent et on peut traverser. Et donc ça aussi c'est essentiel parce que ça leur permet, c'est comme des autoroutes, les fleuves à ce moment-là. Et d'ailleurs ils s'installent sur les fleuves, vivent sur les fleuves, ils peuvent pêcher, etc. Donc ils utilisent aussi la nature d'une certaine manière au moment des conquêtes pour pouvoir avancer plus vite, etc. En été tout s'arrête. Bien sûr à la saison chaude parce que les animaux ont besoin de temps aussi pour se reproduire, c'est la lactation des juments, etc. Il faut se reposer et donc ça à partir du moment où les Mongols ont réussi à imposer ça aux autres, cette saisonnalité là qui est la leur, du coup ils sont devenus les maîtres en quelque sorte. Je voudrais qu'on détaille un peu le fonctionnement de l'empire. Quelles sont les principales modalités d'exercice du pouvoir que Gengis Khan met en place à la fois donc dans l'exercice quotidien et puis aussi sa succession, comment il la prépare? Alors donc il y a deux choses. En fait, pour ce qui est de la succession d'abord, sans doute pensait-il que son fils aîné lui succéderait. Même si l'empire est divisé entre les différentes personnes importantes de la famille, ses fils notamment, mais aussi sans doute ses frères et sa fille, etc. Il y a quand même un souverain qui va prendre le trône après lui. Et logiquement, il semblerait que c'était il destinait le trône à son fils aîné Jochi, qui va fonder le lignage des Jochi sur lequel je travaille dans mon ouvrage. Et on s'en rend compte parce qu'il lui confie les terres les plus importantes, les terres du Nord, celles où il y a le commerce des fourrures. Il lui confie des tâches dans les conquêtes particulières. Il est à la tête d'une armée, il a une place plus importante dans l'armée par rapport aux autres enfants. Donc on pense que c'était lui qui était destiné. Mais dans le système des empires nomades, pour le dire de manière très large, il n'y a pas de primogéniture obligatoire. C'est-à-dire que ça peut être le fils aîné, mais en fait ça peut être le fils cadet, mais en fait ça peut être un frère, mais en fait ça peut être un oncle, etc. Donc si on considère à un moment donné que la personne qui est destinée au trône n'est pas à la hauteur, pour une raison ou une autre, eh bien on prend quelqu'un d'autre. Il y a quand même un aspect très très collectif dans les décisions de passation de pouvoir. Donc visiblement son fils aîné l'a déçu, notamment parce qu'il y a une ville qui a pas été prise en Asie centrale, qu'il a mis trop de temps à prendre, et il y a eu trop d'habitants tués dans la ville a été à moitié inondée, etc. Donc Gengis Khan était furieux en disant voilà, ça sert à rien de faire des conquêtes si le butin c'est ça. Et après on voit que ce fils-là est un peu mis de côté, etc. Donc celui qui va lui succéder, c'est un autre de ses fils,
Et c'est sans doute une décision qui a été prise en fait après la mort de Genghis Khan. Une grande discussion, enfin une grande assemblée s'est réunie, etc. Ils ont décidé ça. Donc il y a après dans l'organisation de l'Empire mongol, il y aura toujours cette idée que celui qui est sur le trône, c'est un descendant de Genghis Khan direct. Ça bougera pas. Mais par contre, il s'entoure d'administrateurs qui viennent des différentes parties de l'Empire, d'administrateurs musulmans d'Asie centrale, d'administrateurs chinois, Han, d'administrateurs qui peuvent même être éventuellement, ils intègrent par exemple des occidentaux, des génois, ils intègrent des frères franciscains d'une certaine manière dans leur administration. Donc ils ouvrent un petit peu finalement à qui est plus compétent ou qui a un meilleur réseau, mais pour, par contre, être sur le trône, il faut avoir du sang Genghis Khanine, on va dire. Oui, c'est ce qu'on appelle la lignée d'or, c'est ça? C'est ce qu'on appelle la lignée d'or, absolument. Donc en fait, ce qui est assez intéressant dans leur système, c'est que d'une certaine manière, ils se sentent pas... Ce que je trouve assez fascinant, c'est que c'est une société assez ouverte sur les autres, sur les étrangers, on va dire, qui peuvent y trouver une place, faire vraiment grande carrière dans l'administration ou l'armée mongole. Mais en même temps, les Mongols eux-mêmes se sentent pas menacés par ces apports extérieurs, parce que ils ont cette histoire du lignage d'or sur lequel il n'y a pas de discussion possible. Donc personne ne peut intégrer comme ça le lignage d'or, c'est pas possible. Donc ils ont cet aspect un peu d'institutionnel hyper rigide du lignage d'or et en même temps une grande souplesse pour intégrer des gens qui ont d'autres formations, d'autres langues, d'autres religions, d'autres ethnies. Et les principales décisions, et notamment celle de désigner le Khan, elles sont prises au cours d'une assemblée qui s'appelle le Kuriltai. Je sais pas si je prononce bien. Donc c'est quoi? C'est un consensus en fait, oui, qui se fait autour d'une personne Absolument. Donc en fait, cette assemblée, elle est réunie. De toute façon, les assemblées se réunissent tous les ans, au moins une fois par an, parfois 2 fois par an, pour prendre des décisions à l'échelle de l'empire, des décisions autour de la guerre, des mariages importants, des procès aussi, ou ces moments où on redistribue une partie des revenus de l'empire, etc. Donc ça fonctionne avec des assemblées. Ce qui est intéressant aussi dans le système mongol, c'est que il faut qu'il y ait qui vient à l'assemblée, qui participe à l'assemblée. Donc c'est pas seulement les hommes, c'est les femmes aussi, les femmes de l'élite. Et ensuite, il faut vraiment que les gens soient réunis physiquement ensemble. S'il manque quelqu'un d'important, l'assemblée ne peut pas se tenir en fait. Elle est pas valable. Les décisions vont pas être validées d'une certaine manière. Donc il y a cette idée de, à un moment donné, se retrouver physiquement ensemble. Je trouve assez intéressante. Ensuite, on n'a pas de description détaillée évidemment de ce qui se passait dans les assemblées. C'était souvent aussi des moments un peu secrets entre guillemets, dans le sens où voilà, pour le coup, des gens complètement extérieurs pouvaient pas y assister. Mais on sait quand même qu'il y avait énormément de négociations dans ces temps d'assemblée. Négociations donc pour par exemple savoir qui serait le prochain souverain. C'est pas écrit à l'avance. Je disais c'est pas du tout la primogéniture obligatoire, donc c'est un temps qui a quelque chose d'un peu démocratique d'une certaine manière, dans le sens où il faut quand même atteindre un consensus pour qu'un nouveau souverain soit désigné. Et ces temps d'assemblée pouvaient être assez longs, ça pouvait prendre des mois. Et souvent, c'est intéressant parce que les historiens disaient voilà, la passation de pouvoir dans l'Empire mongol, c'est très compliqué, ça prend beaucoup de temps, c'est des moments de faiblesse du pouvoir central. Peut-être d'un autre côté, c'est des moments où on voit que c'est un système politique qui fonctionne aussi sur le collectif, parce que prendre une décision collective, ça prend du temps. Et ce temps, il est incompressible. Et quel est le rôle des femmes là-dedans? Parce que vous venez d'évoquer, les Khans pouvaient avoir plusieurs femmes et dont le statut n'était pas uniquement lié à leur ancienneté. Donc, est-ce que les mariages, par exemple, étaient aussi un moyen de consolider des alliances comme dans les autres empires? Est-ce que les femmes aidaient à gouverner au quotidien? Oui, absolument. Donc, dans la société mongole, les femmes sont très visibles sur la place publique. Elles sont pas du tout retirées. Elles reçoivent des ambassadeurs, elles se promènent dans la rue. Enfin, on les voit. Et elles ont par ailleurs, les femmes sont les propriétaires souvent. Par exemple, elles sont propriétaires des maisons qu'on appelle les guerres, les tentes. C'est les femmes c'est les épouses qui sont propriétaires, c'est pas les maris. Donc elles ont leurs propres marchands, elles ont leurs propres finances et elles ont une indépendance économique qui est assez intéressante. Par ailleurs, sur le plan politique, donc effectivement un homme de l'élite peut avoir plusieurs épouses, il n'y a pas de limite a priori. Maintenant, celle qu'on appelle la première épouse ou l'épouse en chef va être celle qui va avoir une place dominante dans la maison et va aussi donner les héritiers. Donc dans le cas de Genghis Khan, c'est l'une de ses épouses uniquement, la première épouse, Berthé, qui va être la mère de ceux qui pourront potentiellement régner après lui. Donc c'est encore une fois un système où vous avez quelque chose de très très rigide, très resserré, très étroit, et comme pour le lignage d'or, et en même temps une espèce de souplesse où effectivement il y a autant d'épouses que voilà un statut social peut le permettre. C'est parce que pour les alliances, évidemment, on se marie par alliance. Enfin, pour les alliances avec d'autres
d'autres groupes importants de la société. Il y a aussi des mariages mixtes qui sont importants dans ce monde-là. Les princesses mongoles vont épouser par exemple des princes russes. C'est important pour les Mongols quand ils ont des sujets qui sont proches du pouvoir, comme les princes russes notamment, ou les princes arméniens, qui puissent épouser des princesses mongoles et entrer dans la grande famille entre guillemets. À son apogée, l'Empire mongol est le plus étendu de l'histoire, mais vous écrivez que le terme de Pax Mongolica qu'on lui a souvent associé est imparfait parce qu'il ne s'agissait pas seulement de garantir la paix après la guerre. En fait, vous dites que le concept qui est le plus approprié, c'est celui de grand échange mongol. Que voulez-vous dire par là ? Oui, c'est vrai que ça c'était un élément important pour moi dans mon travail de chercheur. Le terme Pax Mongolica, il est assez ancien, enfin c'est les historiens qui l'ont inventé, un peu sur le modèle Pax Romana. Et c'est pas du tout, les Mongols parlent pas de Pax Mongolica pour eux-mêmes. Et en fait, ce terme, il me plaisait pas trop parce que, comme je le disais, la conquête, les conquêtes, l'expansion mongole, ça dure un siècle. Et durant ce siècle, donc c'est le XIIIe siècle principalement, en gros, on n'a pas un siècle de guerre et puis ensuite une pause et puis paix, on organise l'empire. Dès le début des conquêtes, il y a une forme d'organisation. Une fois qu'une victoire est acquise, le souverain mongol renégocie ses relations avec ses nouveaux sujets, il leur donne une place dans la société, ceux-ci se mettent à payer des taxes, etc. Donc, j'aimais pas cette idée qu'on séparait trop simplement tant de guerre, tant de paix, etc. Donc ça, c'était une première chose. Ensuite, même mes collègues travaillent sur l'Empire romain, ils aiment pas nécessairement le terme de Pax Romana, donc je vois pas pourquoi on devrait prendre ce terme. J'ai cherché côté mongol un peu pour voir si eux-mêmes décrivaient leur empire d'une certaine manière, etc. Et je me suis rendu compte que pour eux, un empire qui fonctionne, qui est en état de paix d'une certaine manière, qui est en harmonie, c'est un empire où les choses circulent. Les gens doivent circuler, les techniques doivent circuler, les marchandises doivent circuler. Et c'est pourquoi le terme d'échange m'a semblé intéressant. Par ailleurs aussi, le terme d'échange est intéressant parce que dans mon travail, j'aime aller chercher un peu du côté de l'héritage mongol aussi, ou de l'influence ou de l'impact mongol sur les autres sociétés pendant le XIIIe, XIVe siècle, mais même pour le XVe siècle. Et finalement, ça me permettait de travailler pas seulement sur l'Empire mongol, mais sur ce qui va au-delà de l'Empire mongol. Donc les échanges qu'ils ont eus avec, par exemple, l'Occident, avec le Royaume de France, avec le Royaume d'Angleterre, avec les Italiens. Il y a énormément d'échanges qui vont bien au-delà des frontières de l'Empire mongol. Et donc ça, je trouve que dans le terme d'échange mongol, on entend que ça n'est pas que question de l'Empire. La horde en question, donc c'est celle de Jochi. Globalement, c'est celle d'Asie centrale, centrée autour du bassin du fleuve Volga. Et vous décrivez les échanges qui ont lieu selon deux axes, est-ouest bien sûr, mais aussi nord-sud, typiquement le commerce de la fourrure qui vient de Sibérie. Et puis vous décrivez notamment les courses qui se font à cheval pour transmettre les messages et les marchandises, avec des relais de ravitaillement qui sont espacés d'environ une demi-journée. Est-ce que ce commerce contribue à fixer les populations qui en vivent, mongoles comme non mongoles? Est-ce que ça, en fait, contribue à la création de villes et est-ce que les nomades se sédentarisent? Non, ils se sédentarisent pas, j'ai commencé juste par ça. Mais effectivement, c'est l'intérêt de travailler sur cette partie de l'Empire. Donc alors moi, dans mon travail, je me suis vraiment focalisée sur ce lignage de Jochi, du fils aîné, et ça correspond aux terres actuelles que nous appelons Russie, une partie effectivement de l'Asie centrale, du Kazakhstan, et puis ce qu'on appelle l'Ukraine, la Bulgarie aujourd'hui, tout ça c'était dans cette partie nord-ouest de l'Empire mongol. Et dans cette partie-là, il y avait effectivement une spécificité au niveau des échanges et des voies de commerce. Vous aviez une route, on l'appelle un peu facilement la route de la soie si vous voulez, mais en gros qui traverse d'est en ouest et d'ouest en est l'Empire. Donc elle traversait ces terres de la Horde. Et puis il y avait aussi des routes très importantes qui faisaient la liaison nord-sud et sud-nord. Et c'est des routes que moi j'appelle souvent routes des fourrures, notamment, qui est quand même la marchandise qui a le plus de valeur quasiment à cette époque. Et en fait, les Mongols sont à l'intersection et ils articulent ces deux axes en fait de commerce de manière extrêmement habile et sur la longue durée en plus. Donc c'est assez intéressant de voir ça. Leur mode de vie reste nomade. Ils se déplacent le long des grandes vallées fluviales, en particulier le long de la Volga. Mais aussi le long du Don, en particulier aussi si vous allez plus du côté occidental, le long du Danube, vraiment. Donc c'est tous ces grands fleuves-là, l'Oural aussi, etc. Sont pour eux des sortes de chemins qu'ils suivent. Donc ils vont vers le nord en été, ils redescendent vers le sud en hiver, et ils avancent de manière très régulière
parfois quotidienne, hein, avec les troupeaux, les familles, les tentes, mais aussi les artisans qui suivent. Et ça, c'est ça qu'on appelle la horde, en fait. Hein, vraiment, c'est pas du tout lié à la guerre, en fait. Oui. Hein, voilà, c'est vraiment lié à une organisation de société nomade qui est en déplacement, mais qui a un déplacement qui a une certaine régularité en fonction de la saison. Et puis maintenant, pour communiquer les uns avec les autres, les hordes doivent communiquer les unes avec les autres, les différents centres de pouvoir dans l'Empire mongol. Là, ils utilisent un réseau qu'on appelle en français le YAM, qui est une sorte de réseau de postes en quelque sorte, mais aussi de ressources et qui quadrille l'Empire avec effectivement dans certaines zones des points de chute quelque part dans la steppe. On pouvait s'arrêter, changer de chevaux, on était accueillis dans un poste de YAM. Et on pouvait avoir à manger, à boire, on pouvait aussi avoir un traducteur si on en avait besoin, si on est un diplomate en voyage, etc. Mais c'est vrai que ce réseau-là, c'est un réseau qui quadrille l'Empire et qui fonctionne, qui permet d'aller d'une horde à l'autre, entre guillemets, et de communiquer relativement rapidement si nécessaire, ou plus tranquillement si on se déplace juste comme un marchand qui se déplace, il n'y a pas besoin d'aller spécialement vite. Ce que je montre dans mon travail, c'est qu'un marchand, il peut au contraire apprécier de prendre le temps de faire ses échanges dans une ville ou dans une autre, et il peut avoir besoin d'utiliser le YAM pour se déplacer dans des régions qui peuvent être désertiques, où il n'y a pas d'eau, etc. Donc ça, c'est vraiment comment les Mongols ont pensé l'organisation de leur empire à un niveau, à une échelle quasi continentale. Oui, parce qu'on comprend que les Mongols ont essentiellement un rôle facilitateur, organisateur dans ce commerce. C'est pas forcément eux qui l'administrent au quotidien. Comment ils font justement pour attirer des commerçants étrangers? Je pense par exemple aux Génois qui vont monter le comptoir de Kaffa en bord de mer Noire. Comment ils font pour les attirer? Ils leur promettent quoi en fait? Un marché immense, c'est ça? Oui, c'est assez intéressant ça, parce que finalement, alors les Mongols certes ne sont pas, certains sont marchands eux-mêmes, hein, mais sont peu nombreux. Bon, c'est les gens qui sont au pouvoir, donc c'est logiquement c'est pas eux évidemment qui sont les commerçants, mais par contre ils financent. Hein, donc ils ont on les appelle ortak, hein, des marchands qui sont des marchands officiels qui travaillent avec un budget d'État finalement pour eux. Ils mettent des capitaux dans le commerce. Par ailleurs, pour eux il est aussi très important d'attirer les marchands étrangers, en particulier donc effectivement génois, vénitiens, mais aussi de Florence ou d'autres villes. Et alors là, ils ont mis en place un système particulier. Donc, comme eux ne vivent pas dans les villes, donc les marchands, il faut qu'ils puissent être intéressés à l'idée de venir dans les hordes en fait, hein, et de suivre les nomades. Ce qui est pas évident. Et c'est une chose que disent les Mongols aussi, c'est que les marchands les forcent pas à venir. Si un marchand étranger pense qu'il va pas faire affaire, il viendra jamais jusque dans les hordes mongoles. Donc il faut les attirer, et pour ça, ils les remboursent les frais de transport en fait. C'est ce que les Mongols ont mis en place. Donc ils se sont rendus compte que ce qui intéressait le plus les marchands étrangers, c'était d'avoir une visibilité sur les frais de transport en fait des marchandises, parce que les marchands étrangers savent, en parlant entre eux aussi, où est-ce qu'ils vont faire leurs échanges, où est-ce qu'ils vont pouvoir acheter, vendre, etc. Mais par contre, ce qui les inquiète plus, c'est la durée des trajets. Quel type de moyens de transport ils vont utiliser et quel coût ça va représenter pour eux. Ça, c'est vraiment dans les manuels de marchands qui fleurissent à la fin du XIIIe au début du XIVe siècle. On voit que c'est une grande question, la question des frais de transport. Et les Mongols font savoir qu'à leur cours, ils remboursent, non seulement ils paieront très bon prix les marchandises apportées par les marchands étrangers, mais en plus, ils rembourseront les frais de transport. Et ça a été un des éléments décisifs qui a permis d'attirer les marchands, en particulier vers les routes du Nord, sur lesquelles je travaille beaucoup dans mon ouvrage, qui étaient moins connues des historiens peut-être jusque-là. En tout cas, c'était souvent, on parlait beaucoup des routes qui passaient par l'océan Indien, des routes du Sud, mais on parlait très peu finalement des routes qui passaient par le sud de la Sibérie actuelle, en pensant peut-être que c'était des routes caravanières complexes et pas accessibles. Mais en fait non, on se rend compte que c'était des routes qui intéressaient, que les marchands connaissaient, et les Mongols permettaient, en les accueillant aussi dans les meilleures conditions, à ces marchands, même italiens, de venir commercer au nord. On voit d'ailleurs que les Mongols ne cherchent pas à occuper physiquement les territoires conquis, sans doute même qu'ils ne sont pas assez nombreux pour ça, et en fait ils vont laisser une élite locale s'auto-administrer. Quel accueil du coup ces territoires leur réservent? Je pense aux populations slaves, caucasiennes, parce qu'on a l'impression qu'elles se rebellent assez peu, mais globalement on a l'impression que cette situation gagnante-gagnante arrange bien aussi les populations conquises.
Oui, absolument. Ça, c'est quelque chose qui m'a d'ailleurs surpris dans mon travail, puisque au début, je pensais, parce que c'est ce que j'avais lu aussi quand j'étais étudiante, que par exemple les populations slaves qui avaient été assujetties par les Mongols, en fait, avaient souffert énormément. C'est ce qu'on appelle le joug mongol, etc. Ça, c'est l'historiographie russe classique. Et en fait, en travaillant sur les sources, en reconstituant cette période de l'histoire, je me suis rendu compte que les relations étaient relativement pacifiques et que les Mongols n'interféraient pas trop dans les systèmes politiques slaves, que en fait ils mettaient à la disposition du prince et du grand prince éventuellement une partie de leurs armées quand le grand prince en avait besoin. Donc c'était même plutôt une sorte de collaboration assez importante. Et par ailleurs, on retrouve la même chose pour comparer dans le Caucase avec les Arméniens surtout. Les princes arméniens sont très bien entendus d'une certaine manière avec le pouvoir mongol, ont collaboré, il y a eu beaucoup de mariages aussi mixtes, et on retrouve aussi cette idée que finalement les Mongols n'interfèrent pas directement trop dans la politique, à condition, encore une fois, que les sujets restent loyaux, qu'ils payent les taxes, qu'ils payent les impôts. Mais une fois que ça c'est fait, finalement, pour les Mongols considèrent que c'est normal que les communautés aient leur propre organisation. Et ça va expliquer aussi pourquoi le pouvoir mongol dans ces régions-là de l'ouest de l'Empire vont vraiment durer jusqu'au XVe siècle, durer longtemps. Plus longtemps finalement que en Iran et en Chine, où là il y a eu des tentatives de la part du pouvoir mongol d'interférer un peu plus directement dans le gouvernement, dans la gouvernance de leur sujet, et ça a été plus complexe. Mais côté russe et slave, disons, et puis caucasien, ça a été de la très longue durée, une collaboration sur la très longue durée. Moi, il y a deux éléments qui m'ont intéressé dans la description justement de cette autonomie limitée, on va dire, qui est laissée aux peuples locaux. Le premier, c'est que quand il faut récupérer les impôts, parfois le rendez-vous est donné à l'extérieur des villes, en gros pour ne pas froisser la population et le souverain local. Et l'autre, c'est la monnaie, parce que les Mongols vont en effet battre monnaie, mais les pièces ne sont pas les mêmes selon la région de l'Empire. C'est-à-dire que parfois on ajoute des symboles locaux sur les pièces, voire même on va enlever le symbole du crâne pour ne pas froisser les susceptibilité locale. Oui, absolument. En fait, c'est vraiment pour ça qu'il y a ce côté assez fascinant de l'Empire mongol, qui est aussi assez impérial, d'être multi-religieux, multi-ethnique, multi-société. Chacun a une forme d'autonomie aussi dans son identité, et c'est particulièrement visible avec les instruments monétaires. Donc d'abord, les Mongols au début ont pas frappé monnaie partout, en particulier puisqu'on prend l'exemple des Russes, c'était très peu monétarisé dans les principautés russes au début du XIIIe siècle. On dit pas qu'on connaissait pas les monnaies, mais on en utilisait quasiment pas. On payait en fourrure. Et puis progressivement, les Mongols ont essayé de plus en plus d'introduire les monnaies et différents types de monnaies, en respectant quand même effectivement les pratiques religieuses, par exemple. D'une certaine manière, la monnaie, il faut avoir confiance pour l'utiliser, disons ça simplement. Donc pour que les gens aient confiance, il fallait quand même que ces monnaies n'aient rien de trop exceptionnel, il fallait qu'ils soient rassurés par... Que ça fasse local. Et ouais, exactement. Donc ça, les Mongols, ils sont très très ouverts et assez créatifs, et ils ont fait de nombreuses réformes monétaires. Alors dans le Nord, ils ont pas essayé d'utiliser des billets de papier, la monnaie de papier, mais ils ont essayé en Iran. Et pour le coup, ça a été impossible. Les gens disent, on va pas utiliser du papier pour payer, c'est pas possible. Ça se faisait par contre à l'est, côté chinois. Mais ils ont fait beaucoup d'essais, toujours en prenant en compte, la particularité de chaque communauté, etc. Ce qu'on note, c'est que finalement, dans ces systèmes monétaires un peu complexes, l'idée des Mongols, c'était certainement pas d'uniformiser. C'était pas que tout soit tout soit identique, mais c'était de faciliter les transferts d'une monnaie à l'autre, d'une langue à l'autre, d'un système métrique à un autre. Donc ils mettent en place plein d'outils pour faciliter l'échange en fait, l'échange monétaire par exemple. Donc des ouvrages sont produits, des ouvrages qui montrent comment on passe d'un système métrique à un autre, d'un calendrier à un autre, etc. On a aussi des manuels de langue aussi. Ils ont tout un art dans leur gouvernance comme ça, dans leur manière d'administrer, qui est de respecter les différences, mais en même temps de créer un maximum de ponts entre les différentes cultures pour que ça fonctionne. Alors il y a un exemple marquant où l'intervention des Mongols va changer le cours de l'histoire. Bon, il y en a plusieurs, mais celui-là est quand même particulièrement significatif, c'est celui de la Russie, parce que on apprend que c'est grâce aux Mongols que Moscou, qui au départ est une toute petite ville, va s'imposer vis-à-vis des autres principautés russes. Comment ça se passe ça ?
Oui, alors effectivement, c'est une conséquence indirecte en fait d'une certaine manière. C'est-à-dire que au début du XIIIe siècle, Moscou c'est une bourgade, ça a pas de poids politique. C'est Vladimir Souzdal, c'est Kiev qui sont des villes importantes, qui ont une histoire ancienne et qui ont un poids politique, mais pas Moscou. Ce qui va changer progressivement dans la deuxième moitié du XIIIe siècle et surtout au début du XIVe siècle, c'est que le prince de Moscou va se distinguer des autres princes russes, notamment dans son rapport avec les Mongols, en montrant qu'il est celui qui est le plus capable de faire payer l'impôt. Les Mongols veulent pas nécessairement déranger la hiérarchie entre les princes russes, etc. Ils considèrent que bon, c'est pas trop leur problème, mais par contre, pour eux, le grand prince russe est celui qui réussit à ce que l'impôt soit réuni, collecté, transmis aux Mongols. Et effectivement, les Mongols, étant nomades aussi, viennent pas s'installer en ville, dans les villes russes, hein. Ils restent en dehors le plus possible. Et donc, ils ont vraiment besoin d'un intermédiaire politique. Et ça va être progressivement la famille de Moscou, d'une certaine manière, attachée à la ville de Moscou, qui va, donc ce qu'on appelle les Danilovitch, les fils de Daniel, etc., qui vont vraiment se distinguer comme étant des loyaux, finalement, soutiens du pouvoir mongol. Et cette alliance entre cette maison de Moscou finalement et puis la Horde, elle va se faire voilà à la fin du XIIIe, au début du XIVe, très clairement, au détriment des autres principautés slaves. Et ça va donner à Moscou un pouvoir qui était peut-être pas, c'était pas du tout prévu au départ. Donc c'est là où on voit l'influence très très décisive de cette période de l'histoire sur l'histoire russe. C'est d'ailleurs une intervention à double tranchant, parce que s'ils favorisent l'essor de Moscou, dans une deuxième phase, se soustraire à leur domination va être une étape fondatrice du nationalisme russe. Selon l'expression que vous avez employée, c'est se soustraire, se libérer du joug tatar. Et donc, est-ce que ce retrait des Mongols de l'espace slave, notamment, est-ce qu'il est lié à leur reflux global, ou est-ce qu'il est lié à l'action des populations locales, c'est-à-dire russes, polonais, lituaniens ? Alors, il y a un peu des deux. En fait, il y a deux choses intéressantes. C'est-à-dire que dans leur rapport avec les Slaves et notamment avec les Russes, la construction nationale qui veut que, ça y est, finalement, la nation russe est née du rejet ou d'une victoire, enfin, sur les Mongols, c'est quelque chose qui apparaît vraiment au XVIe siècle, très très tard. En fait, avant cela, jusqu'encore tout au long du XVe siècle, même s'il y a cette idée que, évidemment, on sent la suzeraineté mongole, c'est clair, mais en même temps, les Russes se mettent dans une sorte de filiation politique avec les Mongols. Le titre donné au Khan mongol en russe, c'est Tsar, et finalement, celui qu'on appelle Ivan le Terrible en français, Ivan IV, il va construire aussi en partie son pouvoir sur cette idée d'une filiation avec le souverain mongol. Donc, il n'y a pas un rejet du tout de la culture politique mongole. Au contraire, il y a plutôt une sorte d'intégration de certains principes administratifs et de gouvernance autour du XVe et du début du XVIe siècle par les Russes. Et puis ensuite, il va y avoir toute une historiographie qui va progressivement naître à partir du XVIe siècle, où l'histoire va être réécrite d'une certaine manière, et où on va présenter finalement ces rapports entre Mongols et Russes comme étant des rapports violents, des rapports de souffrance aussi, et c'est ce qu'on appelle le joug tatar. Mais en fait, quand on regarde la fin de la période de l'Empire mongol, donc surtout autour du XVe siècle dans ces régions-là, on voit que il n'y a pas vraiment de grands conflits armés entre Moscou par exemple et puis la Horde. Simplement, il y a une réorganisation des pouvoirs qui entourent l'Empire mongol, qui prennent de l'importance, qu'on appelle la Pologne-Lituanie, donc Moscou, on vient d'en parler, mais aussi les Ottomans, qui vont commencer à prendre beaucoup d'importance et qui vont occuper tout l'espace de la mer Noire, qui était un espace mongol entre guillemets, byzantin et mongol avant. Il y a aussi des grands changements au niveau de l'Iran actuel, et puis en Chine également. Donc sur les marges de l'Empire mongol, les choses bougent énormément, ça crée une pression sur l'Empire, et il y a une fragmentation progressive à l'intérieur de l'Empire. Donc c'est plus des changements internes à ces sociétés mongoles et nomades qui vont finalement amener le 16e, le 17e, des tas de changements dans les rapports de force même avec les sédentaires. Les Mongols transforment le monde autant que le monde les transforme, et vous parlez de fragmentation. Mais pour vous, cette fragmentation n'est pas synonyme de déclin de l'Empire, mais plutôt d'une transformation.
Oui, en fait, ce qui m'intéresse dans mes recherches, c'est de travailler sur ce que j'appelle le régime nomade, plus que sur l'Empire, et de montrer comment ce régime nomade mongol évolue à une forme de souplesse institutionnelle et sociale, et comment il change, en particulier autour de ce XVe siècle. Ce que je trouve intéressant, c'est que face aux difficultés internes, aux pressions extérieures, ces pouvoirs nomades se réorganisent, changent de région, en fait, se déplacent à l'intérieur de l'Asie centrale, et dans ce qui est la Mongolie actuelle, et d'une certaine manière, oui, se fragmente, on est moins dans cette organisation plus centralisée d'un empire, etc. Mais en même temps, il y a une créativité politique que je trouve passionnante. Et je trouve que c'est important de sortir d'une narration où on aurait, vous savez, un empire qui naît, qui prend son essor, et puis qui ensuite, finalement s'effondre. C'est intéressant de voir comment se font les transmissions de pouvoir. Tous ceux qui se disent les héritiers des Mongols, par exemple, dans la deuxième moitié du XIVe au XVe siècle, sont nombreux à s'inspirer de cette manière de gouverner, à se dire dans une filiation avec les Mongols. Et je pense que c'est une période extrêmement intéressante et pas du tout une période qu'il faut voir de manière uniquement négative. C'est aussi, ça je l'ai pas dit encore, mais c'est vrai donc comme vous savez, dans la deuxième moitié XIVe siècle, le monde souffre de la peste. Et c'est aussi, ça fait partie d'une forme de résilience des nomades face à ces difficultés liées à cette immense pandémie. C'est une manière aussi de survivre, de garder une forme d'identité nomade, mongole, de garder quelque chose de leur histoire, de leur organisation, tout en changeant aussi. Donc c'est une période de transition. Je préfère voir ça, comme une période de transition, et je pense que ça a plus de sens quand on écrit l'histoire de la fin de l'Empire mongol, de se concentrer sur ces transitions plutôt que de voir des déclins partout. Surtout que vous voyez des nouveaux pouvoirs politiques qui s'organisent, des villes qui prennent de l'importance. C'est la naissance des Timourides avec Tamerlan d'un côté, etc. Donc il se passe plein de choses. Donc voilà, moi je trouve que c'est important de montrer aussi ce côté foisonnant en fait dans le changement. Parce que cette peste noire dont vous parlez, donc qui avait atteint l'Europe au milieu du XIVe siècle et qui a décimé à peu près 30% de la population européenne, vous dites que les Mongols, justement, même si elles venaient de là, ont mieux résisté que les populations européennes. C'est lié à leur caractère nomade ? Alors sans doute. D'abord, on pense qu'ils connaissaient déjà assez bien en fait la peste, et que donc ils savaient un peu quelles étaient les mesures à prendre dans le cas de début d'épidémie. Bon, la densité est pas la même évidemment puisqu'ils vivent dans les hordes, même si les hordes, il y a du monde dans les hordes, des milliers de nomades, mais ils peuvent beaucoup plus facilement se séparer en sous-groupes. Donc ils ont une manière de s'organiser qui fait qu'ils peuvent quelque part être plus capables de trouver des solutions vis-à-vis d'épidémie. Il n'y avait pas seulement la peste qui circulait, il y avait d'autres choses. Mais par contre, là où ils ont été très très affectés par la peste, c'est que, comme je vous le disais, c'est que ils sont en lien constant avec le monde extérieur. Donc les Européens, par exemple, c'est leur partenaire privilégié dans le commerce. À partir du moment où les Européens sont en difficulté, les Mongols sont en difficulté. Ils sont dans une interdépendance avec le monde. Un des aspects importants pour moi dans mon travail de montrer, vous l'avez dit, c'est comment ils ont changé le monde, mais comment le monde les a changés aussi. Et donc, en fait, c'est que tout d'un coup, leurs partenaires commerciaux ne sont plus là. Et donc, ils sont vraiment dans des situations dramatiques. Donc, eux-mêmes vont souffrir de ça, ils vont devoir se réorganiser et tenir le coup quand même. Leurs principaux partenaires européens, c'est les Italiens, les Vénitiens, les Génois, mais aussi les princes allemands. Quel rapport ils ont avec le royaume de France ? Pour resituer, à cette époque, c'était Saint-Louis, et puis ensuite la fin des Capétiens directs, puis la guerre de 100 ans. Donc, quels sont les échanges entre la France et les Mongols ? Alors, en fait, les premiers échanges entre le roi de France et les Mongols, Saint-Louis, puis Philippe le Bel aussi, datent de la période, effectivement, de l'Empire, du début de l'Empire mongol. Ils ont échangé des lettres diplomatiques et des cadeaux diplomatiques dans cette première moitié du XIIIe siècle, pour la première fois. Donc, ce qui est particulièrement touchant, en plus, c'est que au moins 2 de ces lettres ont été préservées aux archives nationales. Donc 2 lettres mongoles dans lesquelles on voit cette diplomatie intéressante des Mongols. On a trop tendance à dire que les Mongols, pour eux, c'était il faut se soumettre, que c'est une diplomatie très très tranchée, où en gros il y avait que des sujets et qu'il fallait qu'ils se soumettent. Là, on voit dans ces échanges de lettres que c'était quand même beaucoup plus complexe et que les Mongols, notamment, donnaient des conseils au roi de France en disant voilà, vous avez un pouvoir très fragmenté en Europe, tout est fragmenté, etc. Regardez-nous, on a fait la paix entre nous, entre Mongols, et d'ailleurs, je trouve ça assez beau, dans la lettre, ils disent que finalement, le Khan montre l'existence de la paix, c'est le fait que tous les réseaux de YAM, tous les réseaux de postes sont connectés les uns aux autres et qu'on circule, et qu'on circule, que les hommes circulent, que les marchandises circulent, et il dit au roi de France, il faudrait que vous en fassiez de même, etc. Mais c'est intéressant de voir comment ces parties du monde qui n'avaient jamais été en contact avant, en tout cas
cas d'après nos sources, entrent en contact tout d'un coup, et qu'est-ce que les uns disent des autres, ils sont dans la surprise, quand même, du côté aussi occidental, cette idée, mais c'est un autre monde, etc. Et maintenant, c'est deux mondes qui se touchent quasiment, parce que l'Empire mongol, ça va jusqu'à la mer Noire, et pas assez proche de la Méditerranée quand même, donc vraiment, c'est deux mondes qui sont tout d'un coup porte à porte. Alors dans les échanges, il y a aussi la langue. Vous donnez des exemples de mots mongols qui sont passés dans le langage russe, dans la langue russe. Et en préparation de cet entretien, j'ai cherché à savoir quels étaient les mots mongols qui seraient passés en français. Et j'ai demandé pour ça à Charlotte Marchina, qui est maître de conférence à l'INALCO. Et donc il y en a deux, la Horde, donc qu'on connaît, et puis Dalai, dans Dalai Lama, qui signifie océan. Voilà, donc là c'est les deux seuls mots mongols qui sont passés a priori dans la langue française. Je voudrais dire un petit mot aussi sur les croyances des Mongols, parce qu'on en a pas parlé jusqu'à présent. Ils vénèrent, vous dites, Tengri, qui est le ciel. Est-ce que c'est une religion à base de divinité? Est-ce que c'est une forme d'animisme au départ? Ah oui, alors, on a quelques informations dessus. Effectivement, c'est un panthéon de dieux, d'une part, dont Tengri, c'est le dieu du ciel, mais il y aurait aussi la déesse de la terre, et d'autres dieux encore, a priori. Donc un panthéon de dieux. Mais en même temps, les Mongols vénèrent leurs ancêtres. La vénération aux ancêtres, c'est quelque chose d'essentiel dans le culte mongol. Donc ils ont cette idée que les âmes des morts sont présentes et doivent être nourries ou doivent être apaisées. Voilà. Donc ils ont ce rapport au passé de leur famille, de leur lignage, qui est essentiel, à côté de ce panthéon de dieux, Tengri, etc., dieu du ciel. Et puis enfin, il y a une forme d'animisme, si vous voulez, d'une certaine manière, puisque ils ont aussi des croyances en des esprits de la nature, en les esprits maîtres des montagnes, les esprits des fleuves. Donc ils ont un rapport à la nature qui les entoure aussi, qui est très fort et qui guide leur spiritualité. Maintenant, il ne s'agit pas d'une religion à dogme, entre guillemets, c'est-à-dire c'est très différent bien sûr des religions du livre. Et en même temps, ce qui est intéressant, c'est que ça se combine très bien aux religions du livre. Et donc en fait, les souverains mongols vont se convertir ou à l'islam, ou au christianisme, ou au bouddhisme, tout en maintenant leur propre spiritualité. Et vont créer en fait des sortes de symbioses religieuses tout à fait exceptionnelles pour la période médiévale. Là, on a pas mal de sources là-dessus, c'est complètement fascinant. Comme ils mêlent les rituels, comme ils mêlent les noms de dieux, etc. Voilà, ils ont une sorte de manière d'intégrer ces autres religions à la leur. C'est assez exceptionnel. Et c'est le 4e Khan de la Horde d'Or, Berk, qui va être le premier à se convertir à l'islam. Donc c'est le fils de Jochi et le petit-fils de Gengis Khan. Alors pourquoi il se convertit? Et puis on voit aussi que ses successeurs ne sont pas tous musulmans. Donc pourquoi est-ce que ça ne se transmet pas? Oui, alors ça c'est un des éléments clés dans mes recherches. Ce qui m'a beaucoup intéressé, c'était de voir finalement l'importance de l'islam dans l'Empire mongol. En fait, c'était parti quelque chose qui, quand j'étais étudiante, je savais que, comme tous les étudiants, on sait, ok, les Mongols prennent Bagdad en 1258, exécutent le calife. Et donc c'est très mauvais pour l'islam, c'est presque la fin de l'islam dans des régions, vous voyez, centrales, Irak, les régions historiques pour l'islam. Et puis en fait, je me rendais bien compte dans mes sources que au XIVe siècle, mais même déjà dans la deuxième moitié du XIIIe siècle, à la fin du XIIIe siècle, l'islam se porte extrêmement bien dans l'Empire mongol. Il y a énormément de communautés musulmanes, donc il y a plus de croyants, il y a des constructions de mosquées, de madrasas, les réseaux soufis prennent une ampleur exceptionnelle, donc c'est un temps d'épanouissement évident pour l'islam, sur le plan religieux, sur le plan théologique, sur le plan des arts, sur le plan des constructions, etc. Donc, il y avait quelque chose qui fonctionnait pas. Et je me suis intéressée à, justement, ces conversions de souverains mongols à l'islam. Et le premier qui se convertit, effectivement, c'est Berke, c'est dans la Horde, donc vraiment cette partie nord de l'Empire. Et donc, ce qui est aussi fascinant, parce qu'on a cette idée que l'islam, c'est pas le nord, on a toujours une idée que l'islam, c'est plus le sud, etc. Et là, tout d'un coup, on se rend compte que dans des régions qui font partie de la Russie actuelle, il y a des musulmans, et depuis, déjà même avant les Mongols, mais encore plus à partir de la période mongole. En fait, ce souverain mongol, il se convertit à l'islam, mais il continue à pratiquer en fait les rituels des Mongols. Il continue à maintenir cette spiritualité dont j'ai parlé. Et l'idée, finalement, c'est en aucune manière d'imposer au sujet la religion du souverain. Et ça, on le retrouvera dans l'ensemble de l'Empire mongol, que ce soit avec l'islam ou les autres religions. Le souverain est libre en fait de ses choix religieux, et les sujets sont libres aussi, ils sont pas du tout obligés de suivre la religion de leur souverain. À côté de ça, en même temps, les souverains mongols favorisent les clergés dans l'ensemble de l'Empire. Donc en particulier les oulémas, les savants musulmans, ont un statut très important dans l'Empire mongol, et ils vont être exemptés
du service militaire et exemptés de l'un des impôts les plus importants également. Et en fait, c'est ça aussi qui explique pourquoi ces communautés musulmanes, par exemple, ont bénéficié autant de la gouvernance mongole et de l'administration mongole. C'est que ils se sont retrouvés avec un capital tout à fait exceptionnel, et puis du temps. Et les Mongols le disent bien, ils ont besoin de temps, il faut qu'ils prient, il faut qu'ils travaillent. On va pas les envoyer faire la guerre ou aller dans les réseaux d'IAM, faire du service civil quelque part pour voilà. Mais en échange, par contre, évidemment, il y a cette idée que les représentants des grandes religions doivent être loyaux envers les souverains mongols. Donc il y a cette cohabitation très enrichissante à tout égard entre les communautés religieuses. Donc notamment l'islam, je disais, mais le christianisme, le bouddhisme, le taoïsme, le judaïsme aussi. C'est des religions qui sont tout à fait reconnues dans l'Empire mongol et qui bénéficient de ce système d'exemption. Donc. Pour terminer, j'ai une question et une annonce. La question, je pense qu'on doit vous la poser tout le temps quand on est fan de séries télé. Dans Game of Thrones, Khal Drogo mène sa horde de Dothraki. Est-ce que c'est un peu fidèle quand même à Gengis Khan et aux Mongols ? Pour moi non. Non, pour moi non, pas trop. En fait, c'est-à-dire que justement, moi je voulais vraiment garder ce terme de horde dans le titre de mon livre. C'était hyper important pour moi parce que c'est le terme que les Mongols utilisent pour parler de leur organisation sociale. Mais c'est une organisation qui est 80% du temps pacifique. C'est-à-dire que c'est pas forcément une organisation liée à la guerre. Et donc du coup, c'est finalement si on devait traduire horde, en fait, on n'a pas la preuve, on a pris le terme directement. On n'a pas d'équivalent, mais ce serait, on dirait empire, on dirait société, on dirait pouvoir politique, on dirait cours nomade si on veut. Voilà, donc moi je trouve que cette image des Mongols dans les séries en général, il est temps qu'elle change. Il est temps qu'elle change. Voilà, c'est ce que je pense. Voilà. Et alors l'annonce, c'est celle d'une grande exposition qui va se dérouler du 14 octobre 2023 au 5 mai 2024 au château des Ducs de Bretagne à Nantes. Donc ça s'appelle Gengis Khan et c'est d'ailleurs la première consacrée à ce conquérant qui a lieu en France. Alors le sous-titre, quand on va sur leur site internet, le sous-titre de l'expo, c'est « Les Mongols ont changé le monde ». Alors est-ce qu'ils vous ont piqué le sous-titre ? Est-ce que vous êtes impliqué là-dedans ? Non, je suis responsable. Non, je suis impliquée là-dedans. Bien sûr, j'ai la chance de participer au commissariat de cette exposition. Et on y travaille depuis plusieurs années maintenant. Et en fait, c'est une exposition qui va être... Alors, bien sûr, on va parler de Gengis Khan, on va raconter sa biographie, etc. Mais on va vraiment parler de l'Empire et du grand échange mongol, justement. Notre idée, c'est vraiment de montrer à quel point, dans les arts, dans l'économie, dans même, justement, le développement des religions, les Mongols ont apporté, contribué, modifié, changé la donne un peu. Et c'est des informations, finalement, que nous, chercheurs, on connaît. C'est pas du tout moi, seule, Marie Favreau, qui développe ces thèmes-là. J'ai plein de collègues avec lesquels on échange sur ces questions-là depuis longtemps, mais c'est pas connu du grand public. Et en fait, on s'est dit qu'il était temps de montrer des objets, de faire découvrir en fait au public la richesse de cette période et puis l'inventivité. C'est vraiment une période créative où on sent qu'avec les Mongols un peu tout est possible. Voilà. Très bien. Merci beaucoup Marie Favreau d'avoir accepté cette invitation. Je rappelle le titre de votre dernier livre, c'est La Horde, comment les Mongols ont changé le monde. C'est aux éditions Perrin et déjà disponible. Et quant à moi, je vous remercie de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode. Merci Marie. Merci beaucoup Hassan.